Salut Moussaillon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous raconter ce qu'il s'est passé ces 4 derniers jours sur la route du Rhum. Et croyez-moi, il s'est passé beaucoup de choses. Alors maintenant bien sûr on connaît le nom du vainqueur, mais il y a aussi beaucoup de choses à côté, il y a eu beaucoup de casses, beaucoup de choix stratégiques intéressants et on va voir ça tout de suite. Alors comme il y a quelques jours on verra classe par classe ce qu'il s'est passé, ensuite on basculera sur Virtual Regatta pour voir les choix stratégiques des e-skippers, vous verrez la course est très différente en réel et en virtuel. Et avant tout ça je vous ai préparé une petite compilation des vacations des skippers, donc on va regarder ça tout de suite. Mais juste avant, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, Accastillage Diffusion. Ils sont aussi partenaires techniques des bateaux qui assurent la sécurité pendant le départ de la route du Rhum. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Accastillage Diffusion, c'est un spécialiste de l'équipement bateau avec plus de 20 000 références réparties en 13 gammes de produits. Encordage, électronique, pièces moteurs, sécurité et plein d'autres. Vous pouvez retrouver tous leurs articles dans leur catalogue de 400 pages qu'ils diffusent chaque année, ou alors sur leur site où vous avez actuellement une réduction de 30% sur une sélection hivernage. Accastillage Diffusion, c'est aussi le premier réseau de magasins en Europe, soit 140 magasins partout dans le monde. Donc encore un grand merci à eux pour leur soutien, n'hésitez pas à aller les voir en magasin, et passons tout de suite à la vidéo. Le poids de vent et la mer, c'est hyper casse-bateau. La prise au près, ben oui, ça mouille. J'ai réussi à monter à bord de la survie. Là, je me suis dit, mec, t'as 30 secondes si tu veux vivre pour trouver un couteau, parce qu'il y a toujours un couteau dans ces survies. Tu peux couper le câble. Ouais, moi je vous le dis, on est mieux en mer qu'à terre. Et un peu de matraquage et un petit peu de bricolage. Coup d'œil sur mon dodo, voilà. Là, je suis bien accroché là-dedans et dort vraiment très bien. On avait un bon 25-30 nœuds cette nuit là et ça tapait beaucoup. J'ai les hautes. On a une nuit compliquée avec pas mal de vent. Brilleux. Je suis dégoûté. C'est incroyable comment ça s'acharne. C'est vrai que moi j'en rêve depuis que je suis gamin et j'ai jamais pu la faire quoi. Et voilà, donc on se retrouve sur la cartographie disponible sur le site de la route du Rhum. Et on va commencer par les ultimes. Donc on avait laissé nos ultimes à cet endroit-là. Donc François Gabard venait de reprendre la tête de la course alors que Charles Caudrelier sur son Maxi Edmond de Rothschild menait la course jusqu'ici. Et on a Thomas Coville en 3ème position qui avait bifurqué au nord parce qu'il était légèrement en trait par rapport aux deux autres. Donc il avait décidé de prendre une autre option. Alors il y a eu deux options stratégiques prises par Charles Caudrelier et François Gabard. Charles Caudrelier a décidé de virer plus tôt pour aller au nord des Açores alors que François Gabard a prolongé un peu plus au sud. Et si on avance un petit peu, on va voir qu'en fait Charles Caudrelier a sûrement eu raison de prendre cette option là, donc une sorte d'entre-deux entre l'option très au nord de Thomas Coville et l'option un peu plus au sud de François Gabard. Maintenant la problématique qui se pose au skipper, et ça va être la même chose pour les autres classes, en fait c'est qu'il y a un énorme anticyclone ici et on peut voir une énorme dorsale ici, une zone de molle, une zone sans vent, et donc les skippers vont devoir essayer de traverser ça sans perdre trop de temps, sans trop ralentir, et ça va être la grande question, c'est ici qu'on peut perdre beaucoup de place ou justement en gagner. Et donc si on avance un petit peu, on voit vraiment que les skippers sont en train de se faufiler dans un trou de souris et leur but vraiment c'est de rejoindre les alizés. Les alizés sont ces vents ici qui soufflent d'est en ouest et qui vont leur permettre de filer directement vers Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Ok, maintenant si on fait une petite parenthèse de la course, on peut voir que derrière Armel Lecléache est bien reparti et donc il va bien pouvoir terminer la course. Donc évidemment on est content pour lui et maintenant je vous propose d'avancer un petit peu pour voir un petit peu la guerre qui va être menée entre notamment Charles Caudrelier et François Gabard. Donc là en fait ils sont sur des allures très portantes, les voiliers vont très vite. À ce stade de la course en fait les bateaux sont dans les alizés, donc ce sont des vents qui sont portants, qui sont assez constants. Et on peut voir que Charles Caudrelier a quand même une avance considérable par rapport à François Gabard. Voilà, elle n'est pas énorme, mais elle est quand même confortable. Et ces bateaux-là, une fois qu'ils sont lancés, ils ont des vitesses qui sont quand même assez similaires. Donc si François Gabard veut espérer rejoindre Charles Caudrelier, il faut espérer que celui-ci fasse une erreur, un mauvais choix stratégique ou autre. En fait, ce que François Gabard peut espérer, c'est qu'il peut essayer de grappiller un maximum de 1000 avant l'arrivée proche des côtes de la Guadeloupe. En fait, si on zoome sur la Guadeloupe, vous voyez que le vent il souffle d'est en ouest. Donc si vous arrivez à l'ouest de l'île, évidemment vous aurez une zone de dévent et donc ici vous pouvez perdre beaucoup de place, évidemment votre bateau peut carrément s'arrêter et c'est ce qui était arrivé en 2018 à François Gabard et c'est comme ça que Francis Joyon l'avait dépassé parce que François Gabard avait pris un petit peu trop large et Francis Joyon avait pris l'intérieur et finalement Francis Joyon l'avait dépassé sur le fil et donc c'est ce que peut espérer François Gabard, mais il faut vraiment que toutes les conditions soient là pour que ça se réalise. Donc on va avancer
un petit peu. Et quand on se retrouve dans cette situation-là, eh bien la messe est un peu dite. D'ailleurs, petite anecdote, mais les écuries des ultimes envoient des bateaux aller sur place pour aller mesurer le vent avec des anémomètres. Comme ça, en fait, ils vont pouvoir compléter les données des routeurs afin que leur skipper ne soit pas piégé dans une zone de dévent. Et oui, en effet, les multicoques sur la route du Rhum ont le droit d'avoir un routeur, c'est-à-dire une personne à terre qui va étudier les systèmes météo et qui va essayer de proposer la meilleure route à leur skipper. Comme les multicoques sont des bateaux moins stables que les monocoques, on leur permet de justement avoir ce routage-là. En fait, c'est une question de sécurité. Mais donc, les monocoques, évidemment, n'ont pas le droit à ces routeurs à terre. Hop, et donc je vous propose de continuer à avancer. Et donc voilà, il y a bien Charles Caudrelier qui est arrivé premier, qui a remporté cette route du Rhum. C'est la première fois qu'il le remporte. Alors il avait le statut de favori en partant et il l'a bien assumé, il a bien remporté cette route du Rhum. Et il a même battu le record, donc il a fait cette route du Rhum en 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 28 secondes. Et voilà, donc on peut passer maintenant aux Ocean 50. Et encore félicitations à Charles Caudrelier et à son équipe pour cette victoire sur la route du Rhum. Et voilà, donc on avait quitté cette classe dans cette configuration là. Donc ils étaient regroupés tout le temps jusqu'à ce moment-là, où certains ont décidé de partir à l'ouest affronter le front, et d'autres sont partis un peu plus au sud pour l'instant. Et donc comme on se disait, tout le monde est très resserré, donc tout le monde peut encore gagner. Et donc ce que je vous propose, c'est d'avancer un petit peu pour voir comment ça s'est goupillé. On va mettre le focus sur Thibaut Vauchel-Camus, donc l'actuel premier, et vous verrez, c'est pas un hasard si je le mets dans ma localisation, c'est qu'à un moment, voilà, il disparaît de la carte. Alors pourquoi le bateau a disparu? C'est tout simplement que le bateau a chaviré, c'est-à-dire qu'il s'est retourné. Donc comme on disait avant, ces bateaux sont plutôt instables, et donc s'il y a un trop fort coup de vent et que le bateau n'est pas réglé à ce moment-là pour équilibrer la force apportée par le vent, eh bien le bateau se retourne. Heureusement, voilà, Thibaut n'est pas blessé, donc c'est vraiment l'essentiel, et il va être secouru par le bateau Mérida d'Adrien Hardy, qui est un autre coureur qui est aussi sauveteur. Alors Adrien Hardy est arrivé pendant la nuit, donc il a dû attendre un petit peu avant de faire les manœuvres pour récupérer Thibaut. Et donc le principe maintenant, c'est de remorquer le bateau jusqu'aux Açores qui sont juste ici, voilà, qui se situent environ à 240 000. Donc voilà, petite anecdote, en fait il y a 5 Ocean 50 qui ont passé un contrat avec ce marin qui est Adrien Hardy, et donc cet Adrien Hardy doit être capable tout au long de la course de pouvoir aller les secourir si jamais ils ont un problème. Et donc là on voit justement que c'est quand même assez utile. Et en fait le Mérida, c'est un gros trimaran à moteur qui est censé être capable de pouvoir remorquer ces bateaux là jusqu'à bon port. Voilà, maintenant je propose de passer sur le bateau Arkema et d'avancer un petit peu pour voir comment ça s'est goupillé et maintenant comment eux aussi vont gérer la zone de molle créée par l'anticyclone. Alors on peut voir que Éric Perron a tenté une option très est, on va voir si ça paye ou pas. Parce que voilà, le pari d'Éric Perron, c'était de faire une plus grande route, peut-être passer par un chemin un peu moins vanté au départ, mais de toucher plus rapidement les alizés et d'ensuite tracer pour récupérer le retard qu'il aura accumulé avant. Mais voilà, on peut voir maintenant que c'était pas forcément le meilleur choix. En tout cas, en tête, on se retrouve avec ces 4 bateaux-là qui vont du coup se livrer une sorte de duel d'empannage pour arriver jusqu'en Guadeloupe le plus rapidement possible grâce aux alizés. Et on verra dans quelques jours qui remportera cette course-là. Et voilà, maintenant on se retrouve avec les IMOCA, on les avait laissés ici. Vous vous souvenez, en fait, ils s'étaient pris une zone de molle qui était située entre les deux fronts. Donc là on a le deuxième front qui arrive, on a évidemment Charlie Dalin en tête, suivi par toute la flotte qui le prend en chasse, et on a évidemment dans les options plus au nord Arnaud Boissière et Louis Duc. Et donc là toute la flotte se prépare à affronter ce front là qui va être très violent évidemment et qui est provoqué par cette dépression là. Je propose d'avancer un petit peu, on va faire un petit zoom sur Louis Burton qui est actuellement bien placé, qui est voilà, dans le top 10, et son bateau va disparaître. Alors au moment de l'accident, Louis Burton était dans le top 10 et en fait Louis Burton a dématé. Alors le skipper est évidemment très déçu parce qu'il avait déjà dématé il y a un an à la Transat Jacques Vabre 2021, et donc avec son équipe il pensait avoir fait toutes les modifications nécessaires pour que ça n'arrive plus, parce que oui, il avait utilisé le même bateau pour faire cette Transat Jacques Vabre 2021. D'ailleurs démater, c'est quand on perd son main, je ne sais pas si c'était clair. Alors difficile maintenant d'expliquer ce qu'il s'est passé, Louis Burton et son équipe vont essayer de résoudre ce mystère, donc ce serait peut-être un problème de câblage. Il faut aussi savoir que le mât utilisé par Louis Burton, c'était pas le mât qui était voulu pour cette route du Rhum. En fait ils en avaient commandé un mais qui arrivait trop tard, donc c'était compliqué pour le mettre en place avant cette course, et donc ils ont utilisé un mât de rechange. Donc est-ce que c'était ça le problème? Bien peut-être. En tout cas Louis Burton va bien, il va essayer de ramener son bateau en sécurité. Il a même créé un mât de fortune avec tout le câblage qui va bien pour le tenir. Il a même mis une petite voile pour le ramener jusqu'à bon port. Et donc maintenant je propose d'avancer un petit peu, et cette fois-ci je propose de faire le focus sur Fabrice Amedeo. Et évidemment je le fais pas par hasard. Donc on peut voir que Fabrice Amedeo fait demi-tour. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Voilà, je vous l'avais dit que le front était très violent et qu'il a fait beaucoup de dégâts. En fait il a une avarie sur son ballast tribord. Alors un ballast, qu'est-ce que c'est? Ce sont des réservoirs qu'on remplit et qu'on vide pour bien équilibrer le bateau. En fait avec des ballasts tu contrôles du coup mieux ta gîte, c'est-à-dire quand le bateau penche, et tu vas donc beaucoup plus vite. Et
Et voilà, donc son ballast tribord a cédé et des centaines de litres d'eau se sont déversés dans son bateau. La première conséquence a été que les batteries ont été noyées tout simplement et donc il n'y avait plus d'électronique à bord. Voilà, donc avec son équipe, il décide de faire route vers Casquet pour voir comment réparer tout cela. Et puis après, il y a la fumée à bord. Donc en fait, Fabrice utilise son extincteur, met sa combinaison de survie et finalement réussit à éteindre les flammes. À ce moment-là, il y a l'organisation de la course qui demande à Jess Areda, qui est juste ici, d'aller porter assistance à Fabrice Amédéo si jamais il en a besoin. Et finalement, Fabrice lui dit que tout va bien et qu'il n'a pas besoin d'assistance. Alors, il commence à faire une sieste de 2 heures pour se remettre de tous ces événements-là. Ensuite, il fait 6 heures à la barre. Je vous rappelle qu'il a plus de pilote automatique parce qu'il a plus de batterie. Ensuite, il va refaire 2h30 de sieste. Ensuite, il va rebarrer 7 heures. Et là, c'est là que le nouveau drame arrive. C'est qu'il y a une explosion. En fait, les batteries au lithium utilisées par les IMOCA peuvent chauffer jusqu'à 800 degrés, d'où l'explosion. Alors là, Fabrice se met vraiment en instinct de survie comme il le raconte. Il rattrape son sac de survie, son alliance et sa combinaison, et cette fois-ci, l'extincteur ne calmera pas les flammes. Fabrice se met alors à l'arrière de son bateau, prêt à prendre son radeau de survie, et en fait, en voyant toutes les flammes, il décide de monter dedans. Et il y a un bout qui relie le radeau de survie au bateau. En fait, le principe, généralement, c'est de ne jamais quitter votre bateau trop tôt et de rester le plus longtemps possible attaché à lui, parce que ça peut être vraiment un repère pour les secours. Mais voilà, la configuration est ici différente. En fait, le bateau de Fabrice ne coule pas seulement, il est en feu, donc il n'est pas bon de rester dans les alentours évidemment. Et le problème de Fabrice, c'est que son IMOCA, même en feu, traîne son radeau de survie qui se remplit d'eau. En fait, Fabrice avait réussi à mettre son bateau à la cape, donc c'est une sorte de configuration de voile où en fait votre bateau est théoriquement plus censé avancer, mais en fait il continue à avancer et il dérive énormément. Et donc le radeau de survie prend l'eau, donc en fait Fabrice décide de lâcher le bout qui relie le radeau de survie au bateau, et donc là Fabrice raconte qu'il a quelques secondes pour couper le bout qui relie son radeau de survie à l'IMOCA en flammes. Fabrice a heureusement réussi à trouver un couteau, il a pu se désolidariser de son bateau, et finalement son IMOCA a sombré en 30 minutes. Ensuite Fabrice évidemment n'était pas au bout de ses peines, parce qu'il était dans son radeau de survie, et il fallait maintenant qu'on le repère et qu'on ait réussi à aller le chercher, et donc là un cargo arrivait quelques heures plus tard, mais la mer évidemment est très formée, le cargo est immense, il n'est pas conçu pour aller récupérer des petits radeaux de survie, et donc finalement l'équipage se donne à fond pour récupérer Fabrice, et Fabrice réussit à monter à bord. Mais voilà, parfois quand nous on arrive au port avec un petit pneumatique, on a du mal à monter sur le quai. Alors imaginez-vous dans un radeau de survie sur une mer formée pour monter sur un cargo immense, ça devait pas être une énorme partie de plaisir. Voilà, donc le principal maintenant c'est que Fabrice va bien, mais malheureusement c'est un petit peu tous ses projets qui tombent à l'eau. Son bateau là avait été aussi conçu pour faire le Vendée Globe en 2024. Voilà, donc maintenant on espère que Fabrice et son équipe vont réussir à rebondir pour repartir de plus belle. Bon, alors maintenant on va repasser sur l'avant de la course. Donc on a Charlie Dalin qui est en tête, suivi par Jérémy Bayou, Kevin Escoffier, par Thomas Rouillant. Alors là, comme les autres classes, évidemment le but c'est de passer cette zone de molle. On peut voir aussi Justine Métro qui a fait une petite option nord qui est juste ici, et je vous propose d'avancer un petit peu pour voir comment avance Justine. Alors là on peut voir que Charlie Dalin prend la zone de molle en premier, donc évidemment les autres le rattrapent. Alors l'écart se réduit beaucoup, mais si Charlie Dalin arrive à toucher les alizés qui sont un peu plus au sud avant les autres, il va évidemment creuser l'écart beaucoup plus pendant que les autres seront encore bloqués dans la zone de molle. Bon, et si j'avance jusqu'au bout, et le bateau de Charlie Dalin a disparu, j'imagine que c'est un problème de balise de localisation. Et on peut voir aussi que Justine Métro, en fait elle a rattrapé tout ce petit groupe, et donc son option très au nord finalement a été extrêmement payante, et donc voilà, super choix stratégique. Et bien joué elle. Voilà, donc on se retrouve sur 40 qui s'apprête eux aussi maintenant à affronter le deuxième front. On trouve évidemment tout notre petit peloton de tête. On retrouve toujours un Hervé Thomas qui est en train de suivre l'orthodomie, donc la route la plus courte. Et je vous propose sans plus attendre d'avancer un petit peu et de faire un petit focus sur Amélie Grassi et Aurélien Ducrot. Et là sur le passage du front, les deux font demi-tour. Pourquoi? Parce qu'en fait les deux ont dématé tout simplement. Voilà, je vous l'avais dit, ce front a fait beaucoup de dégâts. C'était des vents très forts, des conditions très compliquées, très éprouvantes pour le matériel et aussi pour les skippers. Heureusement les deux skippers vont bien, et donc l'objectif des deux maintenant c'est de ramener le bateau en sécurité. Voilà, maintenant je vous propose de mettre un petit focus sur Corentin Douguet et d'avancer un petit peu. Voilà, donc en dézoomant, on voit une dépression qui arrive et le front qui va se déplacer jusqu'à la flotte. Alors là, les skippers ont deux options. Soit partir au sud tranquillement et essayer d'aller rejoindre les Alizés en passant par Madère, soit aller essayer d'utiliser ce front pour faire une route plus directe et avec plus de vent, peut-être même trop de vent. En fait, ceux qui sont partis à l'ouest étaient déjà bien positionnés et ils visent vraiment la victoire finale. Donc s'ils veulent gagner, finalement, ils sont obligés d'aller dans ces conditions désagréables et un petit peu risquées. Et ceux qui ont pris l'option sud, en fait, c'est des gens qui sont un petit peu à l'arrière. On peut par exemple prendre le cas de Stan Turet qui avait eu un peu de retard à cause d'une réparation au tout début de la course. Et donc voilà, il n'arrive pas à rattraper la tête de la course. Donc il s'est dit, bon, à quoi bon aller affronter un front? Finalement, je risque juste de faire la casse matérielle et je les rattraperai pas tous de toute manière. Donc autant tenter une option au sud. On va refaire le point sur Johan Richomme et on va continuer à avancer un petit peu. Et voilà, donc on est maintenant à la date d'aujourd'hui. Donc on voit bien que Johan Richomme est clairement en train de sortir son épingle du jeu. Après sa remontada, il prend même la première place, il est très fort. Et voilà,
voilà, donc il reste plus qu'à traverser cette zone de molle et les classes 40 seront arrivées aux Alizés. Et voilà, donc on passe maintenant aux Rhum Multi qui vont eux aussi affronter ce front terrible et on va avancer tout de suite. Et là on peut constater que le bateau de Briand Maisonneuve en fait n'avance plus, tout simplement parce que son bateau a chaviré, donc c'est-à-dire qu'il s'est retourné, et l'organisation de la course a demandé à Jean-Pierre Dick, qui est en Rhum mono, de se détourner pour aller chercher le skipper. Maintenant le skipper va bien, il est sur le bateau de Jean-Pierre Dick, et son équipe met tout en place pour aller récupérer le bateau. Un peu plus à l'est, on retrouve Erwan Thibouméry, qui lui aussi rencontre des petits problèmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors en fait, Erwan, il a vraiment pas eu de chance. Alors tout d'abord, il y a eu le câble de sa trinquette qui a lâché, donc la trinquette c'est une voile à l'avant. Ensuite, il y a eu le génois qui s'est déchiré et qui s'est mis en drapeau, donc c'est-à-dire qu'il flottait voilà, dans les airs. Puis ensuite, c'était autour du Solent, donc une autre voile à l'avant qui a lâché. Et donc vous comprenez bien que niveau voile, ça devenait compliqué. Et en plus, il y a son moteur aussi qu'il a abandonné. Et donc là, il décide de faire cap vers l'Espagne pour amener son bateau en sécurité, mais évidemment il a plus d'énergie donc il fait tout à la barre, il se mange 13 heures à la barre. Il raconte qu'il avait tout prévu, donc toute sa petite nourriture à côté de lui et qu'il mangeait en même temps de barrer, parce que ça devenait compliqué de lâcher la barre pour aller dans le cockpit. À ce moment là en fait il y avait un nœud de 35 à 40 nœuds de vent, et pour se guider il avait un petit GPS à pile. Et donc là on se retrouve au moment où il rejoint les côtes espagnoles. Mais donc je vous le rappelle, il a quasiment plus de voile, il a plus de moteur, et vous voyez derrière ça, il y a le front qui arrive au même moment. Évidemment pour compliquer tout ça, l'équipe d'Erwan n'est pas encore sur place pour le réceptionner. En plus de ça, le bateau des gardes-côtes espagnols n'est pas assez puissant pour le remorquer, donc les gardes-côtes espagnols vont devoir le laisser parce que eux-mêmes allaient être en danger. Enfin voilà, essayez d'imaginer le tableau, même moi je me l'imagine pas, 50 nœuds de vent, 5 mètres de creux. C'est pas des conditions de ouf hein. Et donc Erwan va dériver avec son bateau jusqu'à des rochers. Alors évidemment il peut pas sortir au risque de se faire emporter par une vague ou être poussé sur les rochers et broyé dessus. Et donc il doit attendre les secours. Et enfin un hélicoptère arrive et il est élitreillé. Et voilà, donc avançons un petit peu. Comme d'habitude on a Gilles Boconnout qui est en tête. On a encore une option Est. Et on va voir dans quelques jours si cette option Est sera payante. Et voilà, donc maintenant on peut passer en Rhum mono, donc qui était mené par Jean-Pierre Dick et Catherine Chabot qui allaient aussi affronter ce front ouest. Voilà, on avance rapidement, je vous la fais assez courte. On peut voir que Jean-Pierre Dick a fait des petits zigouigous ici, c'était pour récupérer Briand Maisonneuve. Et donc à partir de ce moment-là, l'autre skipper est sur son bateau. Et donc je vous propose d'avancer jusqu'au bout. Et donc on peut voir que Jean-Pierre Dick, malgré le sauvetage, est toujours en première position. Après il aura sûrement choisi des options différentes si jamais il n'avait pas dû faire ce sauvetage. Et donc on verra ce qu'il en est par la suite. Et voilà, donc maintenant le résumé du virtuel est terminé. Et je vous propose de basculer sur Virtual Regatta. Et voilà, donc on arrive sur les ultimes. Alors les e-skippers sont toujours pas arrivés, contrairement au réel. Alors on peut voir que j'aurais été bien positionné si la Guadeloupe se trouvait ici. Malheureusement elle est bien là. On voit bien que l'option au nord a payé. Alors le premier de la flotte actuellement c'est Astérix, et un peu plus au nord il y a le peloton avec plein de favoris évidemment qui cherchent à gagner cette course. Je peux par exemple cliquer sur Mousseline et on peut aller regarder un petit peu la différence de trajectoire. Bon en fait c'est assez simple, tout le monde allait chercher la dépression et ensuite Astérix a décidé d'aller un peu plus au sud que le reste de la flotte. Et ce que je vous propose c'est de basculer sur eSail for VR pour voir qui est le favori d'après ce logiciel de routage pour remporter cette course. Alors moi j'ai décidé d'utiliser le bateau de Mousseline pour comparer avec Astérix, mais on pourrait par exemple prendre Lucas qui est peut-être mieux placé parce qu'il est situé un peu plus au nord et donc il va pouvoir passer la bouée peut-être un peu plus facilement que Mousseline. Mais le but c'est vraiment de voir quelle est la meilleure option, l'option nord ou l'option un peu plus au sud comme Astérix. Alors ça y est, j'ai lancé le routage, alors finalement je l'ai aussi fait pour Lucas et j'ai bien fait. Sur ces trois joueurs, lors de passage à la bouée nord, ça serait Lucas en premier, suivi de Mousseline et Astérix. Et donc théoriquement Astérix devrait perdre sa première place. Lucas devrait arriver 20 minutes avant Mousseline et Astérix 1h30 après. Mais bon, on parle d'un passage qui va être dans 24 heures, donc il peut encore se passer beaucoup de choses. Et évidemment, dans le peloton de tête, il n'y a pas que ces joueurs, il y en a encore plein d'autres. Alors Notion 50, je trouve que l'option nord n'est pas si évidente, parce que vous voyez, si on regarde dans les 24 prochaines heures, finalement, il y a assez peu de vent ici, alors que ces e-skippers vont réussir à avoir beaucoup de vent grâce aux alizés. Et donc, on peut se demander qui va arriver le premier là-bas. Peut-être que même moi, avec ma petite option au sud, finalement, ça va payer, qui sait. En tout cas, le premier de la course actuellement en Notion 50, c'est Hubert64, donc bien joué à lui. Hop, et on va suivre pour que sur eSail for VR, on compare sa future trajectoire avec celle de Paco Pif, et on va voir qui est censé arriver le premier au nord de la Guadeloupe. Et malheureusement, le constat est sans appel. On verra évidemment comment ça se goupille les prochains jours si jamais les conditions s'améliorent pour l'option plus à l'est. Mais Hubert devrait arriver 8 heures avant Paco Pif. Alors pourquoi? Alors même si Hubert va être très ralenti ces prochaines heures, ensuite il va faire un très long bord qui va le mener jusqu'en Guadeloupe, alors que Paco Pif va devoir empanner de temps en temps pour optimiser ses déplacements. Et ça risque sûrement de se terminer comme sur les ultimes, avec un gros peloton de tête qui va foncer sur
sur la Guadeloupe. Et donc là, pour gagner cette course, il va falloir frôler cette Guadeloupe comme jamais. Et alors ici, on se retrouve un petit peu dans la même configuration. Il y a plein de joueurs de Virtual Regatta qui sont parmi la flotte aussi des vrais skippers, on peut remarquer ça. Mais même configuration, et sauf si il y a une énorme surprise dans les polaires de l'IMOCA que je n'ai pas remarqué, la troupe au nord devrait sûrement arriver avant l'option à l'est. Et en tout cas, le premier se situe déjà dans cette flotte-là. Et donc c'est Ogle de la team BSP, donc bien joué à lui. Et il est suivi de très très proche par Tigrou. Et vous voyez, même s'il est tout près, Tigrou il est 7ème. Ça se joue vraiment à très peu Virtual Regatta. C'est des petits détails qui font la différence. Bon, de mon côté, je me retrouve en retrait dans la flotte de l'Est. Je crois que la messe est dite évidemment, avec ma petite prime de départ. Hein. Sur chaque classe, je suis en prime de départ. Et donc je vous propose maintenant de basculer sur eSelf for VR pour comparer par exemple la trajectoire de Tigrou et de Shtick 36 par exemple. Et donc là aussi le constat est sans appel, on voit que Tigrou, une fois sorti de cette zone déventée, il pourra faire un grand bord jusqu'en Guadeloupe, alors que Shtick de l'autre côté en fait va devoir faire un long bord pour pouvoir bien se mettre par rapport à la Guadeloupe et faire son bord jusqu'à la bouée. Et donc à la fin ça fait 18 heures de décalage, ce qui est énorme, l'option nord était bien la meilleure. Alors en classe 40, personnellement j'ai décidé d'arrêter la course en virtuel, je me suis dit que la course en réel c'était plus pour moi, donc je me suis recalé par rapport au vrai skipper et pour l'instant je mène la flotte devant Paprec, Arkea et Johan Richom. On voit dans cette classe qu'il reste encore beaucoup à faire. Quand on avance un petit peu, vraiment on voit que cette zone déventée reste quand même un petit peu longtemps, elle commence un petit peu à se désagréger. Il va donc falloir être fin sur les réglages pour cette flotte de tête, mais on devrait aussi rejoindre les alizés sans trop tarder. Je crois que là c'est assez bien dessiné, hein, c'est l'autoroute pour arriver jusqu'en Guadeloupe. Et le premier de la flotte, c'est actuellement Nico Jude, donc bien joué à lui. Et donc je vous propose d'aller sur eSelf for VR pour aller voir son temps de passage à la bouée nord et d'aller voir mon temps de passage aussi pour voir combien de temps je vais lui mettre, parce que vraiment je vais pas du tout arriver après lui, évidemment je vais passer avant lui. Je suis très confiant sur mon option, pas du tout. Voilà, donc je vous cache pas que pour moi ça va être compliqué la victoire, j'ai déjà plus d'un jour de retard sur Nico. Va falloir vraiment être très efficace sur les réglages pour rattraper ce retard, c'est impossible. Mais bon, jusqu'au bout, on va essayer de viser la meilleure place au classement, évidemment. Je vais essayer de gratter un maximum de places sur les petits waypoints placés autour de la Guadeloupe. Et voilà, on va voir dans quelques jours comment ça se termine tout ça. Et voilà, moussaillons, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour voir l'arrivée des prochains skippers en réel et bien sûr toutes les arrivées en virtuel parce que personne n'est encore arrivé. J'ai hâte de voir vos petits tracés en waypoint, voir à quel point vous allez réussir à longer la Guadeloupe pour grappiller la première place ou un meilleur classement. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite à tous un très bon vent, amusez-vous bien, ciao ciao.